Alors que le bio... Il y a le dernier Mission Impossible qui sort. Il y a le dernier Mission Impossible qui sort. Oh Tommy, faut qu'on fasse un truc sur la chaîne. Il faut qu'on fasse un truc. Mais non, j'allais parler du bio dans les cantines. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens s'en foutent. Il faut qu'on voit Tommy. On veut Tommy. Ah, oui, tu te calmes. Tiens, on va mater le dernier samouraï. Et nous, dites-moi dans les commentaires si le bio dans les cantines, ça vous intéresse. On va parler de cinéma et de scientologie. Aujourd'hui, nous allons parler donc de Battlefielders, le film de la scientologie, Terre champ de bataille en français. Et pour l'occasion, nous avons mis les petits plats dans les grands, puisque nous avons fait appel au sosie officiel de John Travolta dans ce film, Monsieur 12 par sec. Non, je suis désolé, non, j'en ai marre de tes conneries, moi. Non. Non. Bon non alors. Et puisqu'on parle de stars dans cette vidéo, faites un triomphe pour nos copains de retour sur la chaîne Things of the Stars. Monsieur H, votre mission, si vous l'acceptez, commandez du merchandising sur l'espace à la fois classe, unique et accessible, pour des cadeaux ou simplement pour embellir votre intérieur tout vilain. Comme d'habitude, si vous êtes capturé ou tué... C'est bon, je suis sur leur site. Il y a des dizaines d'articles de toutes sortes, fringues, posters, ou cette merveille, le miroir du JWST, ou encore cette plaque qu'ont déposé les astronautes sur la Lune lors de leur mission Apollo 11 en 1969. C'est absolument pas une mission impossible. Ah, ok. Ce message s'autodétruira dans 5, 4... Non, mais arrêtez comme les... Putain. Bon, c'est accessible depuis un ordinateur aussi, bien entendu, et vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Du très poétique avec la citation de Carl Sagan, A Play Blue Dot, ou ce couple d'astronautes en train de faire un câlin. Des designs un petit peu plus techniques, c'est juste magnifique. Ou encore cette petite merveille qui traîne chez moi depuis des années. Et puis bon, vous le connaissez celui-là, puisque ça fait des années que c'est le décor des live Twitch, imprimé sur une plaque alu quali incroyable. Après, si vous préférez vous habiller plutôt qu'habiller votre intérieur, vous avez aussi des nippes vraiment canons, mais aussi des mugs. Des mugs? Pour s'habiller? Non, pour boire. Ah, oui, pour boire. Mais également, nouveauté, des puzzles, comme des posters mais en kit. Comme ça, vous pouvez passer du temps en famille à monter petit à petit vos visuels préférés. Et c'est des super idées cadeaux. Bientôt la fête des pères, la fête des mères, la fête des cousins, pour un anniversaire, un enterrement. C'est tellement plus classe qu'une cravate marron. Non, c'est vraiment canon, j'adore leurs produits, ça fait des années que je vous en parle ici, donc foncez-y. Et bien entendu, vous avez l'habitude, je n'arrive pas les mains vides. Avec le code LEPOINTGENIUS, vous avez 10% de réduction sur toute la boutique en cliquant sur le lien en description. Merci encore, Things of the Stars. L'église de Scientologie, véritable repère de célébrités depuis les années 50, avait dans son cheptel tout un tas d'acteurs dédiés à sa cause pour mettre en scène les fascinantes histoires écrites par son fondateur, L. Ron Hubbard. Elisabeth Moss depuis les années 2000, Giovanni Ribisi depuis son enfance, les acteurs de That 70 Show, Donny Masterson et Laura Prepon depuis les années 90, Isaac Hayes, chef dans South Park, qui a eu son épisode spécial Scientologie aussi. Par contre, cherchez pas l'épisode, il est plus trouvable officiellement, et juste pour dire qu'il était vraiment connu pour ça. Kirstie Alley tout le reste de sa vie depuis les années 70, Juliette Lewis, Jason Lee, et bien entendu, Tom Cruise et John Travolta. Et Will Smith? C'est pas parce que tu l'aimes bien qu'il faut pas en parler, hein. J'aime aussi Tom Cruise et les autres aussi, c'est pas pour ça que j'en parle pas. Non, Will Smith, c'est pas officiel. On a des soupçons de peut-être une proximité chelou, mais pas de preuves. Et il a jamais confirmé. Et Jada a dit que non, donc si Jada a dit non... C'est non. Bref, le mec écrit des histoires incroyables. La Sciento a les moyens, et ils ont les acteurs à dispo pour réaliser le film de SF le plus incroyable de cette fin de 20e siècle. Oui, 2000 c'est la fin du 20e siècle. Le début du 21e c'était 2001. Restait plus qu'à trouver des scénaristes et un réal. La prod embauche alors Corey Mandel, qui étale un CV impressionnant de plus de... un film. Téléfilm, exactement, à son actif. 2 en comptant Battlefielders. Il a écrit l'excellent téléfilm Face au crime en 1991. Voilà. Et le taulier, le mec incontournable dont vous avez forcément déjà entendu parler, puisqu'il a écrit plusieurs épisodes de Madame est servie et de Charles s'en charge en 1990. Ah non mais clairement, ça te file le vertige, un CV pareil. Les mecs cassent donc la tirelire pour s'offrir ces 2 diamants du divertissement télévisuel. Niveau réal, là aussi, ils voient les choses en grand, puisqu'ils embauchent le légendaire Roger Christian, sosie officiel de Tata Simone, et doublement oscarisé tout de même pour le court-métrage de Dollar Bottom, et comme chef décorateur sur un petit film indé des années 70,
la guerre des étoiles. C'est d'ailleurs également le réalisateur de deuxième équipe sur Star Wars épisode 1. Et le mec a même un site internet. À la prod, on retrouve les géniaux Morgan Creek Production, nés avec le film Young Guns, et qui produira également sa suite, et qui ont cartonné avec Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, ou encore les deux Ace Ventura. Ils produiront également Le Dernier des Mohicans, ou True Romance de Tony Scott. Et les mecs sont alors en pleine bourre à la fin des années 90, avec des films qui rapportent systématiquement 6 fois moins que ce qu'ils ont coûté. Tu sens que les mecs tentent des trucs, osent, tentent. Et ça, c'est beau. Ils débarquent donc confiants sur Battlefield Earth avec un seul succès en 6 ans, Mon voisin le tueur. Oh ben Mon voisin le tueur quand même. Ils sont chauds patates et encore une fois, le film coûte 44 millions et en rapporte 29. Ouais, on va revenir sur ce chiffre de 44 millions. Alors ouais, à chaque fois, c'est des coproductions, hein. C'est pas tout Morgan Creek qui prend dans la courge ici. On a également Franchise Pictures, qui produit une quarantaine de films entre 98 et 2004, dont notamment Mon voisin le tueur et The Pledge de Sean Penn en 2001, là aussi avec Morgan Creek. Mais également JTP Film, la boîte de prod que John Travolta a montée spécifiquement pour ce film, et qui a produit 5 films de John Travolta, et carrément la Battlefield Production LLC, et distribuée par la Warner, qui est genre le 10e film peut-être dont je parle sur cette chaîne. Mais alors, pourquoi je vous parle de production ? On s'en fout de ça, non? Eh bien, parce que la production de ce film a été un véritable festival de magouilles, de coups de génie pour arriver à monter ce film. Le projet, à la base, est porté à corps et à cri par John Travolta, probablement le plus grand membre de la scientologie de l'histoire. Ouais, plus que Tom Cruise encore. Le mec y est depuis 1975, même si on suppose qu'il a pris ses distances récemment suite à quelques drames personnels. On y revient dans la prochaine vidéo, il y a beaucoup à dire, c'est pas le sujet, donc vraiment, abonnez-vous, double vidéo la semaine prochaine. On va détailler vraiment tout le génie incompris de la scientologie et de son génial fondateur. Ouais, comme il y a le dernier Mission Impossible qui sort, on va faire un cercle scientologie. Bref, Travolta est un soutien inconditionnel et veut vraiment porter à l'écran un des derniers écrits de Hubbard, Battlefield Earth, édité en 1982, et s'offrir au passage un des plus grands rôles de sa vie. Ce plafond à la con. Parce que ouais, officiellement, l'église de Scientologie n'a pas participé au projet. Conflit d'intérêts, tout ça. Un projet peut-être un peu trop limite, politiquement un peu trop engagé. Johnny monte donc JTP Film pour produire le film en association avec Battlefield Production LLC, une structure juridique dont on sait finalement pas grand-chose, mais qui n'aura d'autre but que de détenir les droits du film, mais potentiellement liés à la Scientologie et aux ayants droit de Hubbard. Puis Morgan Creek et surtout Feu Franchise Pictures, qui vont sauter sur le projet salement. Parce que ouais, si vous êtes un fidèle de la chaîne, il y a quelques années, à peu près à la même époque, nous avions parlé d'un autre film entré lui aussi dans la légende, Plan 9 from Outer Space, et qui ont un point commun, au-delà du côté science-fiction. C'est leur production, et disons-le clairement, les magouilles. Le principe ici est de gonfler artificiellement la facture pour aller demander de l'argent à des investisseurs et faire croire à ceux d'en face que les partenaires ont mis plus que prévu. En gros, le film coûte 20, mais tu fais croire qu'il coûte 40. Donc tu dis que celui d'en face a déjà mis la moitié de 40, sauf qu'en fait, tout a déjà été financé, et toi, tu récupères le double. Et c'est ce qu'a fait Franchise Pictures et surtout son sulfureux dirigeant, Elie Samar, qui s'en est foutu plein les fouilles avec ce film, alors qu'il n'a pas rapporté un rond. La société sera d'ailleurs condamnée en 2004 pour prise illégale d'intérêt et fermée. Mais ça, c'est une autre histoire. Sauf que ça, c'est sur le papier, parce qu'au final, la note monte à plus de 70 millions. La production est un chaos total, le pognon part de tous les côtés, YOLO. Travolta y va même de sa fortune personnelle, chose qu'il ne faut absolument jamais faire, il y a des organismes pour ça, mais comme pas grand monde ne croyait au projet trop associé à la scientologie malgré tout, à part Travolta, ils foncent tête baissée. Résultat, production officielle 44 millions, probablement un devis initial aux alentours de 25, pour une note finale de 70, dont une bonne partie directement de la poche de Travolta, pour 21 millions de dollars de recettes mondiales. Ce qu'on appelle dans le milieu une bien belle réussite, un hold-up. Plus toute une série de Razzie Awards, les anti-Oscars du cinéma, avec pire acteur, pire réalisateur, pire couple à l'écran, pire scénario, pire second rôle masculin, pire second rôle féminin en 2001, puis pire drame de ces 20 dernières années en 2005, et pire film de la décennie en 2010, et on n'est pas à l'abri qu'ils s'en prennent encore un ou deux dans les années à venir. Mais est-ce que ce film mérite vraiment sa réputation ? Tellement pas. Déjà, le film est tiré du roman éponyme du visionnaire L. Ron Hubbard, édité en 1982. Un pavé de 1000 pages, dans un ton rétro-pulp façon SF des années 40-50. Attends. Pulp Fiction, c'est Travolta aussi.
Bouquin qui s'étale sur plusieurs années avec un long arc de résistance humaine, prise de pouvoir galactique par le héros et grosse épopée militaro-stratégique avec des manipulations économiques et politiques interstellaires, ici résumées en 1h58 de soap néo-SM sur une période de 3 semaines. Bon, en fait, le film n'adapte que le premier cycle, la partie révolte, et pas la construction. Mais c'est déjà bien dense. Alors, désolé, la qualité est pas optimale, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux, et je ne peux résister à l'envie de vous faire découvrir ce petit bijou. Et en même temps, je me fais chier à tourner en 4K et vous regardez ça sur un téléphone. Le film commence direct avec le petit bandeau à la Star Wars, mais en beaucoup plus classe. Mais qui commence pas au début par contre, on arrive directement à... Mais pas le temps. On est donc en l'an 3000. Ça fait 1000 ans qu'il y a des extraterrestres qui sont venus nous brouter les noix pour nous piquer notre métal, parce que chez eux, ils écoutent que de la musique de merde, genre Vianney ou du rap. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus nous piquer notre métal pour le téléporter chez eux. Et du coup, nous pauvres couillons, ben on est au milieu de ça et on doit survivre comme on peut. Et là où on sent que c'est vraiment un film fait avec le cœur, c'est justement toutes ces petites erreurs, ces petites imperfections artisanales, comme par exemple là, dès le texte d'intro, la double espace qui s'est foutue que personne n'avait remarqué. Comme sur la tombe du pape François. Oui, on dit une espace quand c'est dans un texte. Un espace, c'est là, hein, et une espace, c'est là. T'as vu, il y a marqué vert là. Ok, c'est pénible. Oui, le titre exact, c'est Battlefield Earth, A Saga of Year 3000. Parce que oui, c'est une saga à la base. On démarre dans le Mercantour, probablement à la Colmiane, vu les fringues des gens, où Papy Ronchon est vraiment pas content, parce que Chrissy a choisi un tocard comme futur mari. Mari qui vient de perdre son daron dans la soirée. Les dieux ont pris ton père durant la nuit. Mais ça n'aura aucune espèce d'impact pour la suite de l'histoire. Il y a conflit, parce que bon, les mecs ils crèvent la dalle, et ce serait quand même bien de partir un petit peu plus loin pour trouver de la bouffe, mais Papy Ronchon, il est moyen chaud. Il raconte ses histoires de vieux fêlés, mais Johnny Goodboy Tyler, oui, c'est vraiment son nom, Johnny Goodboy Tyler, mais tout le monde l'appelle Greener. C'est quoi un greener? C'est comme un petit chien, mais hyper vilain. Joué par Barry Pepper, qui avait déjà joué dans 5 films depuis le début de sa carrière, dont Il faut sauver le soldat Ryan, Ennemi d'État de Tony Scott, et La Ligne Verte, Excuse-toi du peu. Et puis plus tard, dans Cette vie de Gabriele Muccino avec Will Smith. Bref, Greener donc est plus pragmatique. Les histoires de bonnes femmes à base de dragons et de faux dieux, il en a un peu sa claque. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver son peuple de la famine et de l'absence de douche. Johnny part donc à l'aventure en abandonnant sa meuf dans un ralenti qui inspirera plus tard, bien entendu, Zack Snyder pour toute sa filmographie. Il tape 3 bornes et déjà, il doit affronter les dragons des histoires de Papy Ronchon dans les reliques d'un parc Walibi étonnamment bien conservé depuis 1000 ans. Façon Christopher McCandless dans Into the Wild, Johnny vit pleinement son aventure en boulottant tout ce qu'il trouve. Dans le doute, je les ai bouffés. Lorsqu'il se fait attaquer par Kim Coates, le mec qui essaye de voler la voiture de Will Smith au début de Bad Boys. Il faut que tu arrêtes de parler de Will Smith. Mais genre, vraiment. Mais c'est toi qui m'en as parlé au début de la vidéo? Oui, de toute façon, tu comprends rien. Ça va être long cette vidéo. Johnny se fait donc attaquer par Carlo, joué par Kim Coates, et par Peter Jackson. Suite alors un dialogue autour des dieux... Est-ce que tu as remercié les dieux? Qu'on comprendra probablement plus tard. Non. Et troisième transition à la Star Wars, au bout de 8 minutes. La mise en scène de Christian nous plonge dans un univers plein de mystères. Non, c'est pas la bonne chaîne ici. Non. Et là, faut déjà faire une pause. Vous vous souvenez, dans l'épisode sur Batman et Robin, je vous avais parlé du fait de débuler la caméra, de la tourner légèrement afin de créer un sentiment de malaise. En effet, si vous penchez la tête, votre cerveau compense et vous voyez toujours l'horizon plat. Mais dans un cadre, ça crée un sentiment que le cerveau ne connaît pas et donc de malaise. C'est comme voir 12 par sec. C'est trop éloigné d'un truc réel. Le cerveau ne comprend pas ce qu'il voit. Et donc ça crée un malaise. Là, c'est bon. Bon, le mec, il a poussé les potards à fond, quoi. L'image est carrément à 45 degrés. Ouh, c'est très très chaud. Oh putain, l'épisode va être long. Johnny ne croit pas aux dieux. Donc nos 2 Boy Scouts vont lui montrer ce que les dieux ont fait aux humains pour qu'ils puissent le constater de ses propres yeux. Ils débarquent alors tous les 3 à Namur, ou dans n'importe quelle ville belge en fait. Vous ne croyez pas? Les vidéos du road trip en Belgique ici. Pour voir ce qui est tout bêtement des statues. Mais les gars croient vraiment que c'est des humains qui ont été transformés. Tu as dit que si tu voyais, tu croirais. Ouais, ça va, c'est facile de se moquer, hein. Les mecs luttent pour leur survie depuis 1000 ans et ils ont rien d'autre à bouffer que leurs semelles de chaussures. C'est pas aberrant qu'ils croient en ces fables. Il y a bien des gens en 2025, chez nous, alors qu'on a internet et tous les moyens pour s'informer, qui pensent encore qu'il y a eu un complot du gouvernement qui leur a caché le coup du nuage de Tchernobyl. Ah si, je vous jure, hein, il y a vraiment des gens premier degré qui croient encore qu'on leur a menti en leur disant officiellement que le nuage était arrêté à la frontière. Les mecs balancent une image avec un stop sans même regarder la vidéo qui va avec, qui explique justement tout le contraire. Alors des paumés dans 10 siècles qui pensent que des statues, c'est des humains transformés, perso ça me choque pas. Johnny découvre alors le verre.
Alors ouais, bon, c'est vrai que s'il avait été transparent, admettons. C'est du blacouille, quoi. Et dans le doute, ils tentent d'en bouffer. Dans le doute, je les ai bouffés. Et ils se mettent confort pour la nuit. Ils cassent une petite graine autour du feu. Peter Jackson sort une vanne que Johnny prend vraiment beaucoup trop premier degré, quand Carlo se fait attaquer salement. Ils essayent de s'échapper et Johnny appelle son cheval façon Assassin's Creed. Le truc sort de nulle part et est toujours juste à côté. Peter Jackson veut s'échapper. Il voit des escaliers, mais il se dit que la gravité c'est vraiment un truc de faible. Et là, c'est vraiment du très grand cinéma. Les gros plans, les ralentis, la caméra débulée, les effets de mise en scène, l'étalonnage, le petit clin d'œil bien évident à Blade Runner. Lui qui vient juste de découvrir le verre, il va en bouffer pas mal. Et Good Boy se retrouve bien malgré lui dans une pub de la PETA contre les animaux domestiques. Ils arrivent chez Gamme Vert. On est où là? C'est quoi cette odeur? Je crois qu'on est en Bretagne. C'est pour ça que ça pue. Vite, mets un masque. Non, c'est parce que les extraterrestres, les psychlos, ne respirent pas le même air. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvent affublés du fameux respirateur iconique de ce film. Non, je suis désolé, non, j'en ai marre de tes conneries, moi. Et comme par hasard, ils se retrouvent à Denver. Non, c'est pas comme les blagues de d'habitude sur la Belgique, Vierzon, etc. Non, là, c'est vraiment Denver. Patrie des Broncos. Comme par hasard. Ouais, bon, après, Denver, tu changes une lettre, ça fait Anvers, en Belgique, tout ça. C'est quand même pas le truc qui sent le Club Med. Carlo tente de s'échapper, mais se fait neutraliser, et Johnny se fait attraper par Carl, qui est l'apogée de l'intelligence dans l'univers. Ils partent en soirée mousse interraciale, mais ils se rebellent encore parce que l'eau est très tiède. Ça va la température? Le grand boss suprême des Psychlics débarque et commence à gueuler comme quoi c'est super moche. Monstrueux. Ouais, c'est Denver en même temps, mec. Par contre, bon, c'est peut-être moche, mais nous, au moins, on a inventé le shampoing. Donc là, il y a un nouveau premier prix de beauté qui débarque, on se croirait au Geek Legend à Vesoul, et on annonce à Terl, qui était en fait censé faire un CDI, qu'on va renouveler sa mission dans ce coin paumé, sans dentiste, parce que visiblement, il s'est tapé la fille du sénateur. Ne jamais mélanger sexe et travail. Non mais là on travaille. Pour fêter sa promotion, les mecs se tapaient des pintes de Oli. Les mecs servent des bassines de guacamole et le petit coq du coin impose ses règles pour ne pas partager. Mais Johnny va s'imposer comme le nouveau coq au grand cœur. Et Johnny Goodboy instaure de nouvelles règles de civilisation. On n'est pas des bêtes. Bouffer avec les mains en foutant partout. Oh, il y a Marie-Josée Croze. Ah, j'aime beaucoup cette actrice. Terre propose à sa hiérarchie d'embaucher des animaux humains. Les humains, quoi, dans les mines. Mais après 1000 ans passés sur une planète ultra industrialisée, avec des bâtiments, de l'art, des centrales nucléaires, des avions, des satellites et des carlins créés de toutes pièces par les animaux humains, tout le monde se fout de sa gueule devant cette idée aussi con. Les mecs ont littéralement des milliards d'exemples autour d'eux d'extraction de métaux, mais perchés sur leur pompe de drag queen, ils sont peut-être un peu trop proches du soleil pour les voir, probablement. Et ça aussi, c'est brillant de toujours faire des envahisseurs extraterrestres, des crétins qui ne savent pas où ils foutent les tartines. L'incompétence hiérarchique impose alors la pire décision bien pratique pour notre scénario. Je vous ordonne de ne rien changer à notre projet. Et à la faveur d'un regrettable incident, Johnny réussit encore à s'échapper avant d'être de nouveau encore neutralisé. Les psychlos le balancent dans l'atmosphère et lui enlèvent son masque juste pour voir combien de temps il tient. C'est un jeu comme un autre. Mais Good Boy trouve une solution. Nos deux joyeux amis montent alors un plan pour trahir leur planète et les incompétents qui les dirigent, mais Vincent Vega assure avant toute chose de bien enregistrer le plan afin de pouvoir faire chanter Saw Gerrera en cas de problème. Finalement, Johnny arrive bien à s'échapper et se dit que quitte à être là, autant se taper une partie de Super Mario. On s'en fout si ça pue! Et alors que tout espoir est perdu pour lui, alors qu'il est acculé, il est sauvé par nos deux héros et se retrouve de nouveau en cage. Est-ce que c'est pas génial? Nos deux renégats psychlos tentent quand même le coup de l'éduquer et d'en faire un allié. Ils cherchent alors comment faire pression sur lui. Femme, argent, carte Pokémon, douche? Non, c'est un animal pour eux. Donc, la bouffe. Et ils vont lui poser la question. Oh, j'en peux plus d'attendre, trop de suspense intenable. Exactement. Enfin, presque, à peu près. Non, pas du tout en fait, beaucoup plus simple. Ils vont en libérer deux autres, les lâcher chez Picard et attendre de voir sur quel mets savoureux ils vont se jeter et s'en servir comme levier. C'est brillant. Alors bien sûr, les deux génies les suivent avec des caméras, faudrait quand même pas qu'ils s'échappent totalement dans la nature. Et hasard de dingue! Les humains s'en aperçoivent pile au moment où ils trouvent à bouffer alors que ça fait 3 jours qu'ils crapahutent. Alors ouais, bon, on était à ça du plan génial, mais du coup, maintenant faut partir en expédition pour les récupérer. Alors après, comme c'est les tauliers du bled et que les sous-fifres comptent quand même un peu sur eux pour les ordres, et que les boss attendent des résultats, heureusement, personne ne pourra se rendre compte de leur magouille, ni de leur absence. Et ça, c'est beau. Johnny tente encore l'évasion, mais Carl arrive encore à le retrouver, et vraiment, là, on est presque à la moitié du film, on comprend vraiment pourquoi Travolta a fait tapis pour pouvoir mettre en scène cette histoire aussi géniale. Il ramène les 3 gars en cage, qui sont maintenant 5 et qui sont pas les mêmes, à part Carlo,
et retour au point de départ. Mais maintenant, il sait que les humains aiment bouffer du rat. Maintenant que Carl est sûr et qu'il a bien un truc à tirer de Johnny, il lui envoie un traducteur formateur avec la voix de Winnie l'ourson. Excusez-moi. Et lui balance une rééducation façon Orange Mécanique. Un petit coup de Rosetta Stone, et Johnny Boy apprend tout ce qu'il a à savoir sur les psychlos entre deux amuse-bouches à base de surmules. Le mec, en 1 minute 32, apprend la géométrie euclidienne, mais les autres, ils sont pas chauds. En même temps, ils savent déjà pas compter sur leurs 10 doigts, forcément, ça complique l'optimisme de la réussite. Pendant ce temps, Madame Johnny commence à flasher un petit peu sur le beau gosse du clan qui joue avec sa corne. Ça lui fait vibrer l'intimité. Et finalement, des siècles plus tard, Artax revient en toute pépouserie. Il a vaincu sa mélancolie et ça lui fait tilt, et elle se barre. Pendant ce temps, Johnny gobe l'intégralité du Pornhub Psychlo en bouffant du recru. Une journée classique de 12 par sec, quoi. Et Terl est extrêmement surpris qu'après des jours à lui faire apprendre des trucs, le gars ait appris à parler. Travolta, toujours un poil chonchon, probablement en voyant son compte en banque se vider pour produire cette merveille cinématographique, explique tout à Johnny et l'abandonne à la plus puissante des armes, la connaissance, avant d'aller buter des vaches. Ah bah ils sont dans le Colorado, hein, c'est un peu le sport national local quoi. Fonce droit sur nous! Les rednecks chargent, mais Johnny arrive à les convaincre de pas les buter. Il retourne alors envahir le Capitole, et cette conne de Crissy se fait aussi choper. Mais quelle icône celle-là! Pour l'épargner, il sacrifie donc le copain, et il retourne en terre. Il s'en veut quand même, alors il se coupe une mèche de cheveux, et les humains s'unissent derrière lui en poussant des cris de singe. Ok. Terl commence à faire chanter le Flavio Briator local pour récupérer tout le pouvoir. Et comme il est souvent précisé dans le film la supériorité intellectuelle du peuple psychlo, il envoie vraiment tout le spectre de leur intellect. Il manipule alors un autre prix Nobel pour emmener son nouvel animal de compagnie apprendre à piloter. Et toujours dans la bienveillance. Et le respect des valeurs républicaines, bien entendu. Recommence pas ça, mon petit rat, ou ta compagne ne fera plus partie des vivants. On recycle les mêmes plans, c'est toujours ça d'économiser sur le budget serré de 70 millions de dollars, et le mec, ça devient Maverick en 3 jours. Et toujours sans que les boss ne crament quoi que ce soit. Sans doute leur intellect infiniment supérieur. Comme prévu, Terl largue sur site une demi-huitaine d'humains pour aller ravager une montagne, mais il assure lui-même le transport, donc il n'y avait pas du tout besoin d'apprendre à piloter à Johnny. Toujours sous la surveillance de sa caméra, bien entendu, mais malin, Johnny a entendu parler de... Un endroit nommé Fort Knox. Donc plutôt que d'aller se ruiner les ergots à creuser, autant les servir des lingots directement. Parce que toujours pareil, hein, en 1000 ans, la race hautement supérieure des psychlos n'a pas exploré la planète, n'a jamais entendu parler de la réserve fédérale et n'a même jamais appris à lire le terrien histoire que ça puisse lui être utile. Problème, le navigateur est un poil limité. Non, regardez, j'ai pas passé cette ligne. Il vole du Colorado vers Washington, mais alors que sur la carte il y a des lignes, bah il veut les voir au sol aussi. Parce que oui, c'est logique, il veut vraiment voir les lignes et les traverser. Il s'est pas dit que la carte ressemblait pas exactement à la réalité en termes de couleurs par exemple, mais la ligne par contre, bon bah visiblement faut qu'elle y soit. Mais ils sont suffisamment intelligents, ou chanceux, pour quand même arriver pile à Washington. Ils tombent sur une carte des zones contaminées, mais comme c'était il y a 1000 ans et il y a de fortes chances que ce soit maintenant aussi sécure que d'aller faire une rando dans le Vercors, et fort de leur nouvelle découverte, ils organisent la révolte et partent chercher des armes. Ils tombent sur des chars, des avions, C'est aussi une sorte d'arme. qui sont donc là eux aussi parfaitement conservés depuis 1000 ans, parce que oui, les psychlos ont mis 9 minutes à vaincre toutes les armées de notre époque. Quand on a attaqué ta planète, tous vos soldats, avec toute leur technologie de pointe, n'ont pu opposer que 9 petites minutes de résistance avant d'être exterminés. Hein, tant que ça? Mais la tribu des cheveux sales qui pensait encore il y a 3 jours que les statues c'était des impies figés par les dieux qui découvrent ce genre d'armes, c'est sûr là, ça peut pas échouer. Et tout ça, bien entendu, en 15 jours, tout en étant surveillé de près. Bah oui, parce que pour rappel, ils sont 12 à la base. Et Terl, avec son gros cerveau, Je t'observerai. impossible qu'il se rende compte que la moitié des grouillots, donc la moitié de 12 divisé par 2, 8, se barrent tous les jours pour taper 5000 bornes aller-retour. Donc là, les mecs trouvent une bombe nucléaire, toujours là depuis 1000 ans, mais fonctionnelle. Pour peu qu'ils arrivent à foutre la main sur l'appendice A, On n'a pas l'appendice A. mais heureusement, Bestel touche à tout et déclenche un lecteur de diapositives qui, par miracle, est toujours branché au réseau électrique qui tourne en autonomie depuis 1000 ans. Et dont les diapositives n'ont pas fondu depuis 1000 ans. Et qui affiche miraculeusement, comme par magie de ta gueule, l'appendice A qu'il cherchait. Hasard de dingue! Johnny livre donc l'or comme prévu. Ah bah oui, parce qu'une fois arrivés à Fort Knox, ils sont juste rentrés et se sont servis, quoi. Bah ça va, c'est pas... Ah bah si, c'est Fort Knox. Mais pas con, Terl tique quand même un petit peu sur le fait qu'ils soient en lingots. Pourquoi est-il en bas? Et pas juste en brut, quoi, en pépite. Mais bon, un petit pipeau et ça passe. J'ai supposé qu'un psychlo de votre raffinement refuserait de se satisfaire d'un tas d'or brut. Il va ensuite magouiller avec Kerr en lui faisant bien comprendre qu'il va se faire empapaouter propre et net par Terl. Avec un petit plan bien trop furtif encore sur Marie-Josée Creuse. Mais j'adore cette actrice. Tout le monde s'échappe et Kerr se sent pousser les couilles et essaye de récupérer sa part. Mais Terl, dont l'intelligence est infiniment supérieure, avait anticipé
en butant Notre vieux copain, le barman! parce que ta gueule, et tire une balle dans la tête à la main. La rébellion s'organise. Johnny s'échappe dans une scène qui ne rappelle pas du tout Matrix. Ou Star Wars, finalement, tellement les mecs tirent mal, et les géants invincibles se font finalement tous buter. On prévient Terl que la révolte gronde, mais faisant fi du désastre dont il est grandement responsable, et sans penser un instant que la merde va lui retomber sur la gueule à un moment, telle une innocente pâquerette, il se barre avec son or. Noël, je m'en fous. Mais chef, y a révolte quand même. Je m'en fous. Un mec balance une jambe de vélo en plomb bismuth puisqu'il arrive à péter une vitre avec. La France perd un match de Coupe du Monde, ou gagne. De toute façon, c'est toujours le même résultat. Et finalement, les mecs font mieux avec des cailloux, des bouts de tuyaux et quelques trucs volés que l'ensemble des armées du monde battues 1000 ans plus tôt, en 9 minutes donc. Carlo abat un engin, mais il se fait prendre par derrière. Mais heureusement, les clodos ont appris en une semaine à piloter des arrières qui attendaient sagement dans un hangar avec le plein, les clés sur le contact et les systèmes électroniques frais comme des gardons. Depuis 1000 ans. Ouais, ça, il y a 1000 ans, ils étaient pas capables de le faire. Fallait que ça mature, un peu comme le comté. Encore une fois, Porkins et Biggs se font abattre dans le combat aérien, mais ça laisse le temps de préparer Blondie et la bombe nucléaire à être téléportée chez les Psychlos, pendant que Carlo fait péter les charges sur le dôme qui est en hauteur. Fort heureusement, les architectes Psychlos sont aussi géniaux que les managers miniers, puisqu'il suffit d'un impact sur leur pare-brise pour que toutes les autres, même non connectées, pètent aussi. C'est l'inventeur de Carglass, c'est sûr qu'il s'en est foutu plein les fouilles. Bonjour, c'est Elie Sama de Carglass. Ah, mais comme il a mis que 4 pétards sur un truc qui fait 6 fois la taille de Paris, forcément, l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros. Ah bah en même temps, il y a 48 heures, le mec savait même pas ce que c'était des maths, donc pas étonnant qu'il calcule mal la puissance de charge nécessaire. Des fois qu'on n'est pas compris, l'alien donne l'ordre Psychlo de buter tous les humains. Exterminer tous les animaux humains! Parce que juste là, ils hésitaient encore entre ça ou leur cuisiner des gaufres au caramel. Pour sauver la Terre, Carlo se sacrifie. Mais pour rien. Oh bah non, ils ont tué Carlo. Ah non, ça va. Et finalement, il se sacrifie pour ses semblables. Alors cette fois, il calcule mieux et tout le dôme s'effondre enfin, mais que sur les Psychlos, pas sur les humains. Parce que ta gueule. L'escouade des 32P corps illettrés aux cheveux sales a donc réussi à faire mieux que les milliards d'humains avec leurs armées entraînées 1000 ans plus tôt. La bagarre avec Terl, un son volé dans Terminator 2. Johnny lui pose un brassard explosif qui lui fait sauter le bras. Parce que ta gueule. Blondie arrive sur la planète Psychlo et se sacrifie dans une explosion nucléaire qui ravage la planète entière. Mais pas juste la surface en mode Ronan l'accusateur. Non, vraiment la planète, en mode Freezer, étoile de la mort. Là, il reste plus rien. Le matin se lève, nos gentils rednecks pleurent leur mort et ça y est, ils sont enfin libres. Bon, Terl, lui, n'est pas mort, il a juste un bras en moins. Les humains le gardent comme otage, enfermé au milieu de tout l'or de Fornox. Kerr se joint aux humains et... Battlefield Earth, a saga of 3000 years. Et comme c'est une saga, on attend la suite avec impatience. Et en attendant, le génie est parti. Eh? Mais t'as pas parlé de la musique du film? Oh putain, oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé.